Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous suivez à 20h30 si vous nous regardez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez tous les jours également en parallèle en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la fin de trimestre approche, un trimestre qui aura été à la faveur des actions européennes, des actions chinoises également, on peut le signaler, et au détriment des actions américaine. Cette grande divergence s'est opérée notamment sur le début du trimestre entre janvier et février. C'est vrai que le mois de mars est un mois un peu plus plat en termes de performance indicielle pour l'Europe, avec un niveau d'incertitude très élevé qui pousse sans doute bon nombre d'investisseurs à l'attentisme au moins jusqu'à la semaine prochaine, avec le jour de libération de l'Amérique fixé le 2 avril par Donald Trump et l'annonce attendue d'une nouvelle vague de tarifs dits réciproques. Nous verrons si ces tarifs sont aussi réciproques que ce qui a pu être annoncé ou s'ils sont plus ciblés, plus spécifiques que ce qu'on peut craindre ou imaginer à ce stade. Réponse sans doute à partir du 2 avril avec cette grande question. Est-ce que cette date du 2 avril marquera le dépassement d'un pic d'incertitude, notamment sur le commerce mondial, ou est-ce qu'à l'inverse, le 2 avril ouvrira une nouvelle séquence de montée de l'incertitude qui a déjà atteint des niveaux extrêmes, quels que soient les modèles qui permettent de la mesurer sur le front du commerce mondial, sur le front de l'incertitude géopolitique et politique également. À ce titre-là, Trump 2.0 a déjà battu largement les records de Trump 1.0. Voilà pour les sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous recevrons le PDG d'ABC Arbitrage qui viendra à l'occasion de la publication de ses résultats annuels évoquer sa stratégie et son métier d'arbitrage dans des marchés effectivement un peu chahutés ces derniers temps, ce qui est plutôt un paramètre favorable justement pour le métier d'arbitragiste. Dominique Séolin, PDG d'ABC Arbitrage, sera donc l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Des marchés actions notamment, qui sont attentistes aujourd'hui. Oui, commençons avec les indices américains qui ont ouvert en ordre dispersé. Le Nasdaq est en repli d'environ 1%. Les indices européens évoluent globalement en repli de l'ordre de 0,5% pour l'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600. En France, le CAC 40 recule également et s'ancre sous les 8100 points. Les actions européennes sont tout de même en passe de boucler leur meilleur trimestre depuis 2 ans. Sur le trimestre presque clos, le Stoxx 600 et le CAC 40 sont en hausse d'environ 10% et le DAX gagne plus de 15% sur la période de janvier à mars. Bon, repli effectivement des indices actions européens aujourd'hui avec la perspective du 2 avril et de nouveaux droits de douane. Oui, le jour de libération approche à grands pas puisque le 2 avril est dans pile une semaine. Mais même si la date approche, les investisseurs sont confus car ils ne savent pas encore les réelles conditions. Le président Trump avait annoncé en début de semaine la perspective de tarifs peut-être moins agressifs et que tous les pays ne seraient peut-être pas concernés. Mais depuis, le message n'a pas été clarifié et l'incertitude règne. Oui, à propos de manque de clarification, les investisseurs digèrent également les dernières annonces de Donald Trump avec une administration Trump qui intensifie ses efforts pour limiter l'importation de pétrole et de gaz vénézuélien et iranien. Oui, Donald Trump a également déclaré en début de semaine que les pays se fournissant en gaz et pétrole du Venezuela seraient imposés de 25% de tarifs douaniers secondaires. Dans ce contexte, les prix du pétrole poursuivent leur hausse avec un baril de Brent au-delà de 73,5$, au plus haut depuis presque un mois. D'ailleurs, les États-Unis ont donné jusqu'au 27 mai prochain à Chevron pour stopper ses activités pétrolières et ses exportations depuis le Venezuela. Et Total Energy est en tête du CAC 40. Et puis le Royaume-Uni est également à la une de l'actualité aujourd'hui, avec tout d'abord, côté statistique, la publication de l'inflation britannique pour le mois de février. Oui, pour le mois de février, elle ressort inférieure aux attentes et au mois précédent.
précédent et progresse ainsi de 2,8% sur un an et de 0,4% sur un mois. Un ralentissement de l'inflation bienvenu le jour du discours de la ministre des Finances britannique à la Chambre des communes. Rachel Reeves annonce à cette occasion un paquet d'économies de 14 milliards de sterling afin d'équilibrer les finances publiques du pays dans un contexte où la croissance ne sera que de 1% cette année. En réaction, la livre sterling est affaiblie par rapport au dollar et à l'euro et le FTSE, lui, est en légère hausse. Que dire des équilibres que l'on peut observer sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline ? Le rendement britannique à 10 ans s'est détendu après la publication de l'inflation avant de se stabiliser à environ 4,75%. En Allemagne, le rendement de même échéance est stable autour de 2,80%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,35%. Sur le marché des changes, le dollar regagne du terrain face à un panier de devises avec un euro-dollar sous 1,08 aujourd'hui. Et puis du mouvement dans la distribution américaine avec le titre Dollar Tree qui ouvre en hausse de 3% aujourd'hui à Wall Street. Oui, d'après le Wall Street Journal, la société américaine de grande distribution Discount est sur le point de céder sa filiale Family Dollar à un consortium d'investisseurs pour $1 milliard. Cette opération est attendue pour le deuxième trimestre. Et puis on notera également le bond de GameStop sur le marché américain. Oui, le titre est en hausse de plus de 10%. L'entreprise a annoncé que son conseil d'administration a validé l'ajout du Bitcoin comme actif de réserve de trésorerie. GameStop va donc acheter du Bitcoin et cette nouvelle est appréciée par les investisseurs. Bon, demain à suivre, alors, sommet international à Paris sur la situation ukrainienne. Au-delà de ça, quels seront les rendez-vous économiques sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance de la 3e estimation du PIB américain pour le 4e trimestre avant la publication vendredi du corps PCE américain de février, privilégié par la Fed pour mesurer l'inflation. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Anthony Morlet-Lavidali est à nos côtés, économiste chez Rexecode et membre également du cercle de réflexion BSI Economics. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Michel Martinez nous accompagne, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et nous accueillons avec grand plaisir, depuis La Réunion, Nicolas Chéron, stratégiste boursier indépendant. Merci de votre visite en métropole, Nicolas, et ravi de vous avoir ce soir avec nous. Ravi également. Nicolas, je commence avec vous sur les marchés. Effectivement, on est quasiment au terme de ce premier trimestre 2025, assez atypique, il faut le dire quand même, avec un rattrapage assez monstrueux des actifs hors États-Unis, l'Europe en tête peut-être, face à une baisse du marché américain et une baisse conjointe également du dollar. Ça donne un écart effectivement assez impressionnant, même si je le disais depuis quelques semaines, la tendance ou la divergence ou le rattrapage des actions européennes s'est un petit peu atténué. On a vu une correction du marché américain assez rapide, d'une dizaine de pourcents en une quinzaine de séances, et derrière ça, le retail, les investisseurs particuliers qui sont tout de suite revenus à l'achat pour acheter les creux de marché, Nicolas. Qu'est-ce que vous retenez là de ce trimestre sur les marchés ? Je retiens qu'il faut rester diversifié dans ces marchés. Il ne faut pas être forcément investi à 100% sur les États-Unis et sur la tech, sur de la tech qui peut, en début d'année, en tous les cas, qui était relativement chère, et sur des marchés américains, alors que Donald Trump, de par ses frasques quotidiennes presque, peut en fait faire vaciller très rapidement un secteur, voire même un indice. Et on le sait, le Nasdaq est particulièrement sensible au risque, donc qui dit aversion au risque dit correction relativement rapide. On a perdu 14% en l'espace effectivement d'un mois, donc ça a violenté un petit peu les investisseurs, mais ils sont rapidement revenus sur le marché. Ce qu'on peut noter, c'est le retour en force de la Chine et de l'Europe. Ouais. Donc c'est d'où l'importance, encore une fois, de cette diversification. Si on regarde sur la Chine, c'est un rebond qui continue, puisqu'en fait, ça fait maintenant 6 mois qu'on a fait un gros creux sur le marché chinois, avec un gouvernement qui, comme d'habitude, veut maintenir sa croissance, qui est prêt à lancer des plans, plus récemment un plan sur la consommation. Et donc, on a un rebond du marché chinois qui perdure. Sur l'Europe, on avait un consensus anti-Europe qui était extrême. C'est-à-dire que... C'était devenu ininvestissable. Voilà.
pour des investisseurs globaux. Pour vous dire à quel point c'était énorme, en début janvier, j'ai fait un sondage sur les réseaux où j'ai eu plus de 5000 personnes qui ont voté. Est-ce que le CAC 40 peut surperformer le S&P 500 en 2025 ? 80% des gens pensaient que non. Oui. Donc, les marchés adorent prendre à contre-pied les consensus extrêmes. Du coup, on a eu un retour des gestions. En janvier, on a eu des flux records, des flux entrants records sur l'Europe. Et je pense que les opérateurs se sont dit, voilà, on a des marchés américains qui sont très chers, on a un manque de visibilité, mais on a des marchés chinois et des marchés européens qui, pour de très nombreuses raisons, pourraient reprendre un petit peu de hauteur. Donc, on a assisté en fait à un système de vase communicant. Si on regarde ce trimestre en fait sur la bourse mondiale, il n'y a pas eu de changement majeur, si ce n'est des flux qui sortent des États-Unis et puis qui se réinvestissent sur une Chine et une Europe qui étaient beaucoup moins chères en termes de PER. Ouais. Et puis il y avait bien évidemment d'autres thématiques que l'on jouait sur l'Europe, des apaisements, d'éventuels cessez-le-feu, ensuite des plans pour la défense, des relances budgétaires, l'Allemagne qui réouvre les vannes. Donc voilà, tous ces points-là ont créé cela. Si on revient sur la correction américaine, perdre 10% sur un indice américain... C'est la vie normale des marchés. C'est la vie des marchés. Oui. Mais peut-être que les investisseurs qui sont rentrés ces derniers trimestres s'étaient un peu habitués à un marché qui monte tout droit. Ouais. On a quand même fait plus de 20% de performance ces 2 dernières années, 2023-2024. Donc voilà, pour l'instant, c'est un simple secouage de cocotier, si je puis dire. On est revenu sur des supports majeurs. On a, comme d'habitude, quand on passe les moins 10%, vous savez, les émissions à la télé, notamment aux États-Unis, les marchés sont dans le tourment, etc. On a eu des indicateurs comme le Fear and Greed Index, l'indice de la peur et de l'avidité, qui avait atteint une peur extrême. Les enquêtes au niveau des investisseurs, l'enquête AAI, pareil, qui montrait qu'on était dans un pessimisme exacerbé. Ce qui me marque juste sur ces indicateurs de sentiment de marché auprès du retail américain notamment, c'est que j'ai bien suivi la séquence. Le S&P n'avait même pas baissé de 10%. Simplement, une baisse de 5% du S&P par rapport à son sommet qui a dû être marqué mi-février, je crois, a déclenché une peur extrême dans ces indicateurs. 5% de baisse. Et on voit le baromètre s'inverser complètement pour passer en peur extrême. Ouais. Tout le monde paniquait et c'est à ce moment-là, quand on atteint des indicateurs de panique au niveau du retail, qu'on a un creux de marché qui se forme et puis le marché qui d'un coup se rebondit depuis quelques séances. Et comme vous l'avez dit, l'écart de performance entre les États-Unis et l'Europe commence à se calmer. Voilà, on a atteint un paroxysme à 17 points de performance d'écart entre le Nasdaq et le CAC 40. C'est en train de se resserrer, on est à 13%. On a beaucoup des valeurs des Magnificent Seven qui sont revenus sur des gros supports et qui ont bien réagi. Là, on a eu des corrections de 20, 25, 30% sur ce groupe de valeurs. Ça a été violent. Mais il faut dire que voilà, on était dans une phase haussière de 2 ans et demi qui était continuelle et un peu euphorique. Donc voilà, on a tout simplement... Et que dit le stratégiste à ce stade, Nicolas ? Le marché est un peu nettoyé, c'est un peu plus sain. Est-ce qu'il faut déjà se dire que c'est un bon moment et un bon point d'entrée pour réinvestir aux États-Unis, notamment sur une partie du marché qui a beaucoup baissé, les Mag 7, ou est-ce que le risque est encore plutôt un risque à la baisse sur ce marché américain à ce stade ? Alors c'est compliqué à quelques jours du 2 avril. Ouais. Je dirais que pour ceux qui sont habitués au marché américain et qui apprécient ces valeurs, les cours atteints la semaine dernière étaient des points d'entrée tactiques intéressants qu'il ne faudrait pas casser. Voilà, sous lesquels en fait on passerait plutôt d'un marché de peur à un marché de panique et où il y aurait peut-être un changement d'ambiance générale. Pour l'instant, c'est un point bas de court terme, à savoir si le rebond technique que l'on fait depuis quelques séances va perdurer ou non. C'est difficile à dire de par ce manque de visibilité qu'on a, notamment par rapport à Mr. Trump qui va continuer de secouer un petit peu. Bon, on va parler du 2 avril, mais je voulais qu'on parle de l'Europe d'abord avec vous, les deux économistes présents autour de cette table, Michel Martinez. On ne s'est pas vu depuis que le monde a changé, enfin en tout cas que l'Allemagne a changé de visage. Je voulais bien avoir quelques commentaires de votre part sur effectivement ce virage budgétaire historique qu'on a déjà beaucoup décrit depuis bientôt
3 semaines maintenant, mais est-ce qu'on arrive à mettre quelques chiffres sur ce que cette expansion budgétaire inédite en Allemagne depuis l'après-guerre peut générer en termes de croissance, de potentiel pour l'Allemagne? Et puis, est-ce que c'est aussi un choc positif pour le reste de l'Europe? Oui, alors on est obligé de mettre des chiffres, hein, c'est un peu notre métier. C'est le métier. Ouais, je pense que le message, c'est que l'Allemagne va sortir de récession. Alors la croissance cette année, elle sera encore probablement faible, inférieure à 1%, mais que après, pour les années qui suivent, il y a des chances qu'elle soit significativement au-dessus de 1%, et donc nettement au-dessus de son potentiel de croissance. Avec des secteurs où il y aura un peu de surchauffe, des tensions. Et donc oui, ça nous a amené à relever nos prévisions d'inflation en Allemagne de 0,2, 0,3 points plutôt à partir de 2027. Mm-hmm. Et pour l'Europe, ce qui se passe en Allemagne, plus les intentions de remonter les dépenses de défense, ça nous amène aussi à relever, on va dire d'un dixième, de dixième de points de croissance. Et même tableau avec l'idée que l'Europe, la zone euro, va être aussi en zone de croissance au-dessus du potentiel et donc de tension sur le marché du travail. Ouais. C'est ça l'idée. L'idée aussi que les déficits publics en Europe vont rester élevés autour de 3%, légèrement supérieurs à 3%. Oui. C'est un peu ça nos vues. Et donc, alors ce seront toujours des taux de croissance significativement inférieurs à ceux des États-Unis, mais ils nous semblent au-dessus du potentiel de croissance. Donc ça veut dire que du point de vue du banquier, de la Banque centrale, l'inflation, elle va baisser, elle va rester vers 2%, même peut-être en dessous cette année et début d'année prochaine. Mais après, les effets dont on vient de parler pourront commencer à mordre. Et l'inflation sous-jacente pourra rebondir. Donc peut-être un peu de prudence à ne pas baisser les taux trop bas. Nous, on dit qu'ils vont s'arrêter en avril à 2,25. Peut-être qu'ils pourront les baisser à 2, mais on a du mal à envisager qu'ils les baissent en dessous et très en dessous de 2. Ne pas les baisser trop bas, comme vous dites, ça présente l'avantage de ne pas être obligé de les remonter trop fortement à horizon 2027, par exemple. Ça, c'est un chemin. Non, mais il y a aussi le chemin de se dire, c'est peut-être le moment de les baisser un peu plus bas que 2%, quitte effectivement, une fois que les effets se matérialiseront, les remonter, pourquoi pas, de quelques crans. On a commencé à en parler, on va continuer à en parler. Il y a beaucoup de sources d'incertitude. On voit bien qu'il y avait beaucoup de pessimisme sur l'Europe, alors que fondamentalement, il y avait quand même des raisons, avant même toute cette séquence, d'espérer que la croissance rebondisse en Europe, un peu naturellement, et en particulier la solidité du secteur privé en Europe, et donc le rebond ou la stabilisation du marché immobilier, de la construction. Et donc, si vous cumulez tous ces facteurs, peut-être que là, on est obligé de mettre des chiffres, mais il faut être très humble. Tous ces chiffres vont changer beaucoup dans les prochaines semaines, prochains mois, au fur et à mesure qu'on en saura un peu plus. Et les risques, ils ne sont pas forcément que l'Europe reste collée en récession. Et le risque, c'est que le rebond soit plus fort que les premiers chiffres que tout le monde est en train de mettre sur la table. Est-ce qu'il faudra attendre 2026, 2027 pour voir les fruits de cette expansion budgétaire en Allemagne? Je rappelle, pour l'instant, on a un plan sur 10-12 ans avec de l'infrastructure, la montée en puissance des budgets de défense. Il y a encore un budget. Friedrich Merz va prendre là aujourd'hui son statut de chancelier, j'allais dire, de plein droit. Première démission, c'est de faire un budget pour 2025 en Allemagne. Et ce budget, est-ce qu'il peut déjà être un budget de soutien à la croissance et à l'économie allemande, en plus de ce qui a été annoncé? Certainement, c'est possible. Il faut que tous les partis se mettent d'accord, mais bon, il y a une tradition de consensus. Oui, on peut envisager un point de relance budgétaire rien que pour 2025. De la pure relance budgétaire. Hausse des dépenses, quelques dépenses, mais plutôt des dépenses sociales. Oui, pour la conso, quoi. Baisse d'impôts, hausse du salaire minimum, des choses comme ça. D'accord. Il y a l'enveloppe, en tout cas,
de faire environ un point de PIB. Oui. Ce qui est pas négligeable, oui, non, effectivement, pour une économie qui n'a pas bougé depuis 5 ans, quoi, c'est ça. Alors, pour être contrariant, je partage le diagnostic. L'économie n'est pas une science exacte. Mais je partage complètement le diagnostic. Conjoncturellement, ça va mieux, puis surtout les annonces font du bien, parce qu'on sort d'un moment où effectivement on shortait l'Europe massivement. Peut-être quelques points de vigilance, c'est d'une part, il va falloir que l'Allemagne décaisse effectivement. On sait que l'Allemagne adore annoncer surtout des fonds très importants à capacité maximale, mais après, il va falloir que ça soit effectivement décaissé. Et il faut distinguer les commandes, je pense notamment à la défense, versus la production. C'est la production qui fait du PIB, ce n'est pas les commandes. Ce ne sont pas les commandes. Et donc, le point, c'est de dire qu'il va falloir aussi augmenter les capacités de production, mais c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, pour que ça se traduise vraiment dans une hausse effective de la production. Et deux autres pays qui pourraient être amenés à ralentir, parce qu'on parle quand on parle des 4 grands de la zone euro, donc Allemagne et France, ça devrait quand même aller mieux à partir de 2026-2027. Mais on a une Espagne qui pourrait quand même ralentir après avoir été quand même un peu stratosphérique sur ses rythmes de croissance. Donc ça pourrait atterrir. Et puis l'Italie, qu'on va quand même débrancher notamment du plan Next Gen EU, qui était où la croissance était bien dopée par le super bonus. Là, ça pourrait ralentir aussi plus fortement qu'attendu. Donc probablement effectivement des rythmes de croissance dans la zone euro plus élevés que ce qu'on a connu. En même temps, c'est pas très difficile. Mais pour autant, est-ce que vraiment on va vers des rythmes très soutenus ? Bon, je pense qu'il faut être toujours prudent, il y a toujours des risques. Ouais, on parle de 1% et plus de croissance. Voilà. Oui, bah oui, alors oui, après, bien sûr. tu mentionnais Italie et Espagne, ça c'est vrai, ils vont ralentir, mais il y a une chose qui m'avait frappé, c'est les autres pays, hors les 4 gros, Tout à fait. qui ont connu une récession 2022-2023. Je crois que c'était une première depuis la grande crise financière. C'est des pays qui ont un taux de croissance potentiel, naturel, beaucoup plus élevé, entre 1,5 et 2. Et ces pays, ils sont en train de rebondir. Ils vont revenir à leur croissance potentielle. Ils sont déjà en train de rebondir très fort, parce que l'inflation très forte à 2 chiffres, à 20%, 15-20%, les avait frappés, mis en récession. Et là, 2022-2023, et là, depuis le second semestre 2024, ils rebondissent très fort parce que la consommation rebondit. C'est la désinflation. Et ça va rester. Ça va continuer. Il y a des effets de retard. Donc, il y a quand même plusieurs moteurs potentiels. Moi, l'idée, c'est que la tendance, elle est plutôt à la révision à la hausse des prévisions de croissance. Je crois que tout le monde peut. Je vois personne qui va les réviser. Ça paraît assez consensuel. Voilà, consensuel. Et probablement avec des taux de croissance qui vont tendre le marché du travail. Et les risques, ils sont à la hausse et à la baisse. Et on ne sait pas bien, il faudra attendre d'en savoir plus. Bon, on reviendra sur le marché du travail, Michel, mais Anthony, pour vous repasser la parole, le rendement économique de stratégie d'augmentation des dépenses de défense, en l'occurrence, puisqu'on est dans cette urgence-là aujourd'hui et que chacun promet qu'il fera plus en matière de dépenses de défense, quel type de rendement on peut attendre ? Alors, on a fait ce travail sur la France en publiant une note en début de semaine. On a regardé la littérature qui est assez foisonnante, en fait, sur les 10 multiplicateurs. L'INSEE aussi fait des travaux assez intéressants. On se rend compte que les multiplicateurs peuvent être élevés. Il y a 3 conditions à ça. Il faut plutôt un pays développé, c'est-à-dire parce que les pays en développement ont souvent déjà des niveaux de dépenses militaires très élevés. Justement, avoir un niveau de départ de dépenses militaires plutôt faible, c'est-à-dire plutôt sous les 3%, et avoir une industrie locale développée. Ça paraît logique, sinon on achète beaucoup à l'extérieur. Et la France coche un peu toutes les cases. Donc c'est vrai que quand on regarde la France, on se dit, investir dans le militaire, c'est probablement une des industries qui peut provoquer le plus d'effets d'entraînement. Alors évidemment, on parle de quelques milliards, et c'est pas non plus de plusieurs points de PIB, mais ça pourrait avoir des effets d'entraînement importants, et surtout... C'est pas le tourisme, bien sûr, et puis solliciter aussi des sous-traitants ou des industries amont qui sont en difficulté aujourd'hui. On pense à la plasturgie, on pense à la chimie, à la métallurgie, toutes ces industries qui manquent de débouchés, qui ont des grandes difficultés, et qui sont locales. Et bien sûr, qui pourraient trouver un débouché en France, notamment dans la défense. Pour ça, il faut assurer par contre des commandes de long terme. C'est-à-dire, pour que je change ma production et que je me mette à approvisionner le secteur de la défense, il faut que j'ai de la visibilité à horizon 10 ans. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement de garantir vraiment une montée en puissance progressive, assurée. Et là aussi, investir durablement dans des capacités de production. C'est pas le tout de délivrer de la commande. Il faut absolument accroître les capacités de production. Mais on peut trouver... Alors, je comprends. J'ose espérer qu'effectivement, ça fait partie du plan d'augmenter ce qu'ils appellent la base industrielle et technologique, les capacités de production. Mais est-ce que dans l'intervalle, en attendant de construire de nouveaux sites de production, on peut imaginer un réappariement de certaines industries vers la
la défense. J'entends en Allemagne un groupe comme Volkswagen qui nous dit nous on l'a fait, on peut très bien le refaire demain. On peut très bien mettre des chaînes de production qui servent moins d'ailleurs pour faire des voitures peut-être aujourd'hui, les retourner vers de l'industrie de défense et de l'industrie militaire. Ça fait partie des solutions d'essayer de regarder peut-être des endroits où les taux d'utilisation des capacités sont très faibles et pas rentables pour les réallouer justement dans des secteurs, parce que la défense c'est un secteur où le taux d'utilisation des capacités actuellement dépasse 90%. Donc on bute sur des contraintes d'offres, il n'y a pas de contraintes de demande en fait. Alors qu'à l'inverse, dans l'industrie manufacturière, dans l'ensemble de la France, on est plutôt sous les 80 de taux d'utilisation actuellement, ce qui est plutôt faible historiquement. Donc il y a effectivement un enjeu d'arriver à réallouer, mais c'est pas évident. Le secteur automobile a su bien le faire par le passé. C'est moins évident pour les chaînes industrielles amont d'arriver à faire la bonne production qui est demandée, à s'imbriquer dans la chaîne de valeur. Mais il est certain que pour avoir une production qui augmente durablement, il va falloir des chaînes de valeur plus résiliente. Ça, on a bien vu que c'est ce qui a coincé Airbus, c'est ce qui a coincé Dassault, c'est le fait d'être capable d'être approvisionné en temps et en heure pour bien suivre les ventes, les délais de livraison qui avaient été fixés initialement au début d'année. Donc là, il y a un vrai enjeu de ce point de vue. Oui, non, mais tout est encore à faire. Bien sûr, mais on y croit et c'est quand même une très bonne nouvelle. Merci de le rappeler. Nicolas, sur les marchés européens, alors moi j'ai souvent comparé Rheinmetall à Nvidia en disant que Rheinmetall était notre Nvidia européen en termes de PE, en termes de trajectoire. On a pu voir quelques similitudes. Ce secteur de la défense, alors on en parle beaucoup et en même temps c'est un petit secteur boursier, ce sont des petites valeurs, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards de capitalisation boursière, mais ça reste un segment assez peu profond, si je puis dire. Boursièrement, où est-ce qu'on en est là? On est sur un carton plein. Rheinmetall a littéralement explosé ces dernières années. C'est vrai que quand on regarde la courbe, c'est stratosphérique. C'est encore plus haussier qu'une crypto-monnaie. Sur Thales, me semble-t-il, on est sur une hausse de plus de 80 ou 90% depuis le 1er janvier. Ah, c'est possible, oui. Rheinmetall a doublé. C'est des mouvements extrêmement puissants, soutenus par l'actualité. Il y a de plus en plus de particuliers qui s'intéressent au secteur. On en parle de plus en plus. Alors, je dirais qu'avec ce que vous venez de dire sur le développement derrière des sous-traitants et des sociétés moyennes, maintenant, on voit les particuliers essayer de chercher quels seront justement ces fameux sous-traitants, ces petites pépites, small cap ou mid cap cotées. Et ça, c'est pour moi l'espoir d'une deuxième vague pour les stock pickers, d'aller chercher de la performance sur des dossiers un peu oubliés ces dernières années et sur lesquels pourrait y avoir des effets de rattrapage. Sur les grosses valeurs, la question que je me pose, c'est, même si on a ce méga trend qui est lancé par les annonces européennes, c'est quid de l'impact de négociations et d'un cessez-le-feu avéré, en fait. Que se passerait-il sur ce secteur qui, à très court terme, me fait penser parfois un peu à ce qui peut se passer sur la tech, donc par un effet de mode, un effet de hype, avec une surmédiatisation, des volumes très importants et énormément de particuliers qui rentrent sur des PE élevés avec une hausse stratosphérique qui vient de se faire. La hype, comme vous dites, c'est ça. Moi, j'ai connu des gérants, il y a encore très peu de temps, qui avaient des valeurs de défense, mais qui ne le disaient pas, qui ne voulaient pas le dire. On n'affichait pas qu'on avait des valeurs de défense. Non seulement aujourd'hui on en parle, mais on le proclame. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu, mine de rien, quand on regarde les gros dossiers en tous les cas, 2 ans de hausse construite. Ouais. Et là, c'est la réalisation de leur scénario. Ça. Donc maintenant, effectivement, ils disent, oui, on en avait en portefeuille, on en a bien profité. Donc il y a un risque de quoi? Vendre un peu la nouvelle, c'est ça, à un moment, sur si c'est une logique de marché qui fonctionne? Je me demande justement, dans cette hausse, quelle est la part de l'effet de mode qui, lui, peut complètement disparaître sur un effet d'annonce et un cessez-le-feu avéré. Alors on a vu des discussions ont commencé à se faire, mais il n'y a rien eu de concluant pour l'instant. Mais si du jour au lendemain, on a vraiment un arrêt du conflit, je pense qu'il peut y avoir des prises de bénéfices un petit peu appuyées sur le secteur. Alors certains diront, c'est très bien, ça nous permettra d'en acheter plus bas, d'en acheter moins cher, puisqu'on est parti sur un méga trend de 5 ou 10 ans. Mais à très court terme, j'aurais tendance à faire attention à ces grosses valeurs très chères, et j'aurais tendance, pour ceux qui ont le temps et l'envie, justement, à aller faire peut-être de la recherche sur quels sont les sous-traitants qui pourraient profiter si
encore une fois, on leur donnait de la visibilité et ça, ce sera la clé pour ces Non, mais sociétés. ça fait partie de la discussion, effectivement, en cas de cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça ne fait pas retomber un peu la pression, justement, sur le besoin ou l'idée qu'il faut augmenter les dépenses de défense et les dépenses militaires pour certains pays qui peut-être n'en auraient pas forcément les moyens, qui se sentiraient un peu éloignés aussi de ce conflit, etc. Enfin, il y aura un vrai test, j'imagine, à un moment de ce point de vue-là. Et surtout, il y a 2 points, me semble-t-il. C'est que même si un cessez-le-feu, il n'y aura pas de retrait des troupes russes, très probablement proche de la frontière. Donc la pression va rester maximale, quand bien même il n'y a plus de conflit armé à proprement dit. Et ce qui fait qu'on veut se réarmer en Europe, c'est surtout l'effet Trump. C'est se dire que le meilleur allié, le parapluie, a disparu. Donc ça, c'est même en cas de cessez-le-feu, en quelque sorte, il va quand même falloir sérieusement se réarmer. On a bien vu que Trump pouvait aller très loin en parlant du fait que les F-35, s'il voulait, il pouvait faire en sorte qu'ils ne volent pas. Donc ça génère des vrais problèmes et on voit même des partenaires un peu historiques comme le Portugal, le Canada ou autres revenir même se tourner vers la France pour se réarmer. Donc je pense que dans cette dynamique-là, il y a quand même quelque chose de très profondément durable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça m'étonnerait, très honnêtement. On s'est rendu compte de la dépendance beaucoup trop grande qu'on avait vis-à-vis des États-Unis. Dans le cas des Pays-Bas, c'est 97% de l'armement qui est acheté aux US. Enfin, c'est démentiel. Michel. Oui, je fais écho à ce qui vient d'être dit. C'est que là, on parle d'un cessez-le-feu pour éliminer toutes les craintes. Il faudrait que le régime en Russie tombe. Disparaisse. Sinon, tant qu'il sera là, il y aura toujours des craintes d'aller un cran plus loin. Donc ça, je crois que c'est une crainte qui perdure. Et puis l'argument, effectivement, du parapluie de l'OTAN, il y a seul cet argument. Et puis là, l'argument, on essaie tous de comprendre ce à quoi va venir l'administration de Trump. On a tous lu les papiers de Stephen Bannon. Donc c'est clair, il faut que le reste du monde paye la défense et la sécurité. Ça fait partie des objectifs, c'est pas que les États-Unis. Donc quand on combine l'ensemble des arguments, je pense que la tendance, elle va... Il y a un vrai coût, il y a un vrai bénéfice pour l'Europe à perdurer, à poursuivre dans cette stratégie. Voilà, et puis l'Europe, elle dépense aujourd'hui 2 points de PIB en défense. Sur ces 2 points de PIB, il y en a 0,6 en équipement et on n'en prend de lui qu'un tiers, à peu près. D'accord. Donc on en apporte 2 tiers. Donc la production, c'est 0,2 points de PIB, à peu près. Et donc on voit, honnêtement, on peut doubler ou tripler facile. Je pense que le scénario très conservateur, c'est un doublement des capacités de production d'ici 3-4 ans. C'est très conservateur, ça. Mais ça ferait que 0,2 points de PIB. Mais on peut aller plus loin. Donc non, je pense que la tendance, elle est bien inscrite. Et puis on parle d'ordre de grandeur qui ne sont pas infaisables, qui ne sont pas complètement irréalistes. Voilà, doubler la production, c'est pas... Non, partant de 0,2, oui, effectivement. Voilà, c'est pas énorme. C'est à notre hauteur. Surtout qu'il faut réarmer l'Europe, mais il faut livrer aussi tous les autres pays qui font moins confiance désormais aux États-Unis. On pense à l'Inde ou d'autres, donc ça veut aussi... Et la France est exportateur de défense. Tout à fait, donc ça veut dire s'il en est. Soi-même et probablement équiper des alliés. Un angle mort du potentiel cessez-le-feu ou de l'embryon de cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qui concerne le marché du travail en Europe, Michel. Oui. C'est quoi l'enjeu et c'est quoi les termes de l'équation entre le cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l'Ukraine et nos marchés du travail en Europe? Donc, voilà. De ce qui se passe en Ukraine, Russie, il y a beaucoup de dimensions qui peuvent impacter les perspectives. La défense, l'énergie. Mais alors le marché du travail est peut-être moins connu, mais peut-être vous donner des ordres de grandeur. La population en âge de travailler, donc la force de travail en Europe, depuis la guerre en Ukraine, depuis 2022, elle a augmenté de 0,6% en cumulé. Ouais. Sur ces 0,6%, il y a eu une contribution de 1% venant de l'Ukraine. Donc s'il n'y avait pas eu les flux ukrainiens, on peut se dire qu'au lieu d'augmenter de 0,6, elle aurait baissé de 0,4. C'est très significatif. C'est dingue. Ben, ça change l'histoire. Voilà. Et nous, alors, on a fait quelques calculs de Quanttab, et on se dit, au lieu d'avoir un taux de chômage à 6,2, il serait peut-être entre 5,5 et 5,7. Aujourd'hui. Alors c'est juste pour... Ça rappelle juste en fait à quel point l'Europe a une démographie déclinante et dépendante des flux migratoires. Et là, ça a été les flux ukrainiens. Donc on voit bien... Donc ils sont venus fluidifier notre marché du travail. Oui. Alors ils ont un taux d'emploi qui est inférieur à la population native.
mais quand même. Et après, on voit bien en termes de scénario, si c'était un cessez-le-feu, une vraie paix, on pourrait avoir le phénomène inverse, et donc le taux de chômage qui baisse beaucoup. Et puis si au contraire, tout tombe, le domino tombe, après il peut y avoir d'autres flux encore supérieurs qui viendraient chez nous. Qui peuvent être potentiellement massifs, oui. Ah oui, donc c'est vraiment très ambivalent. Enfin, c'est très ambivalent. Oui, c'est ça. Et auquel cas, on aura un chômage qui monterait. Et donc, on voit bien en termes de perspective pour la Banque centrale et l'inflation, ce qui se passe on va se passer en Ukraine ne sera pas neutre. Ouais, non, effectivement, on ne pas être neutre. Bien sûr. Quel que soit ça change par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Que ce soit un vrai cessez-le-feu ou un cessez-le-feu de façade qui s'effondre, c'est important effectivement pour l'histoire du marché du travail c'est plus en Europe. Cessez-le-feu, c'est une perspective de paix, quoi, qui font une possibilité de retour. Voilà, une possibilité de retour. Restons dans l'idée de l'incertitude, avec en plus évidemment le 2 avril qui approche. On est au pic de l'incertitude un peu générale aujourd'hui, Michel. Il y a plein de modèles pour ça. Je sais que les économistes adorent tout modéliser, donc on modélise l'incertitude. Mais est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de pic d'incertitude vu le démarrage en trombe du mandat de Trump? Je ne mettrai pas ma main à couper. En particulier, si on regarde tous les indicateurs d'incertitude mondiaux sur le commerce, il y a des... On est monté très haut, c'est impressionnant. Si on regarde les mêmes mesures dans quelques pays en Europe aussi, c'est aussi impressionnant. France, Allemagne, Royaume-Uni. Alors même si en Allemagne, ça commence à redescendre. En Allemagne, ça a été x10. Les mesures d'incertitude, entre il y a 3 ans et aujourd'hui, c'est x10. Donc c'est impressionnant. Donc j'aurais plutôt tendance à dire ça ne peut que baisser, surtout avec la perspective, stabilité politique retrouvée en Allemagne, surtout si en plus on a des flux de nouvelles venant de l'Ukraine qui encouragent un peu moins les peurs. Maintenant, il y a une chose qui me fait très vigilant, c'est la guerre commerciale. On verra la semaine prochaine, mais même après la semaine prochaine, on sait qu'il y aura d'autres vagues et des choses. Et là, il me semble que le marché anticipe très peu de hausse des tarifs. Quand on regardait l'inflation à 1 an, dans 1 an aux États-Unis, c'est 2,3. 2,3, c'est grosso modo, vous avez regardé la tendance de l'inflation, vous la prolongez telle qu'elle est, sans rien faire, vous arrivez grosso modo dans ces ordres de grandeur. Donc ça veut dire que le marché, et pareil, si vous regardez les devises, le yuan, etc., le marché price très peu de choses aujourd'hui. Le marché prend plus Trump au sérieux sur ce sujet-là. C'est vrai que la séquence qu'on a eue depuis 60-70 jours, ça a commencé avec la Colombie où en 24 heures tout change, Mexique, Canada, et puis finalement tout ce qui est intégré dans l'accord de libre-échange est sorti, etc. Il y a quasiment exactement. Et très peu sur la Chine. Et très peu sur la Chine qui est censée être l'ennemi séculaire. Sur la Chine, mais très peu sur... Et un peu acier, aluminium, 25%. Mais effectivement, sur le Mexique, il n'y a rien, parce qu'en fait, tout ce qui est concerné par les traités commerciaux sont sortis. Et donc le marché pense que ça va se passer comme ça à chaque fois. Voilà, je pense que c'est ça. Donc le risque, il semble quand même asymétrique. On peut très bien... s'il y a des choses concrètes, sachant que le marché price très peu, ça ne peut aller que dans un sens. C'est un marché qui reste vulnérable. Alors vous le disiez tout à l'heure à Trump, mais des annonces un peu plus dures, un peu plus pérennes peut-être aussi sur les tarifs que ce qu'on a eu jusqu'à présent. C'est quelque chose qui peut déstabiliser. Le marché s'est un peu relâché sur cette idée, Nicolas ? Ça peut déstabiliser des marchés qui restent chers, parce que le Dow Jones est à 0 depuis le début de l'année. Après 2 années magnifiques. Nasdaq, pareil, on perd 3% depuis le début de l'année. Pour l'instant, on s'est fait une petite frayeur, mais on a l'impression que la situation se stabilise et que tout va bien. Mais on a aussi pu voir dans cette séquence à quel point... Alors, je me demande là-dedans la part aussi des options, des produits effets de levier, de tout ce qui peut, comme ça, exacerber la volatilité. On l'a vu en l'espace de quelques séances, en fait, le marché peut complètement changer d'ambiance. Et quand on ouvre des graphiques de très long terme et qu'on prend du recul sur les dernières années,
On se dit qu'un marché qui perdrait 15 à 20% et qui ferait une véritable correction plus profonde, si justement des annonces plus sévères étaient mises en place, pour de vrai, cette fois, Ouais, c'est ça. Ouais. serait possible. Donc, autant je trouve encore qu'il y a des raisons de s'intéresser à la Chine, à l'Europe et à ne pas être surpondéré sur les États-Unis. Et je pense qu'il faut rester comme ça et qu'il faut rester vigilant dans les semaines, dans les mois qui viennent par rapport à cette volatilité de Trump, de ses annonces et des risques que ça peut avoir. Parce que c'est le marché américain qui en souffre en premier lieu. Ah bah là oui, Ouais. concrètement. Ouais. On l'a vu, hein, l'Europe n'a pas bronché. Le CAC 40 est au même prix qu'il y a un mois. Le Nasdaq, lui, souffre encore. Et voilà, il y a énormément, encore une fois, de volumes, de particuliers, d'ETF, d'options qui font que tant qu'on buy the dip, tant qu'on achète les replis, que tout le monde se replace et que ça repart, tout va bien. Mais si à un moment donné, il y a un trou d'air, une absence d'opérateurs, on l'a vu. On a eu quand même des séances sur le Nasdaq à moins 4, moins 4,5%. Ça faisait longtemps. Il y a un vrai sujet de liquidité sur le marché action américain, la liquidité d'un contrat futur sur le S&P 500, qui est peut-être un des contrats les plus tradés au monde, les plus liquides au monde. Cette liquidité est au plus bas depuis 2 ans. Un calcul Deutsche Bank qui a été publié. Et ça, comment dire, ça transparaît aussi dans les mouvements qu'on a vus sur les matières premières. Sur l'or, qui cartonne et qui prend 50% sur les 2 dernières années. Et j'ai la vague impression ici aussi que, voilà, dans cette optique encore de diversification, c'est le point avec lequel j'ai commencé cette discussion, il y a des opérateurs qui se diversifient sur les matières premières, sur l'or, mais on a vu l'argent suivre également, on a vu la tonne de cuivre battre des records, alors pour de multiples raisons, et notamment les droits de douane. Mais on sent bien que, voilà... Les métaux, ça rassure, quoi. Ouais, les métaux, ça rassure. Et pour un investisseur particulier, avec la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut intervenir sur toutes les places de marché et sur toutes les classes d'actifs, avoir des actions, des ETF, de l'Europe, des métaux, me semble quelque chose d'assez complet et on dort un petit peu mieux, je pense, en étant un peu tout terrain, quoi. Full Nasdaq. Ouais, c'est ça, tout terrain, 4-4 pour affronter le 2 avril. Bon, bah justement, sur le 2 avril, c'est le début d'une nouvelle vague d'incertitude, ou est-ce qu'au contraire, ça fait baisser l'incertitude, Anthony ? Par définition, ça va faire baisser l'incertitude puisqu'on va être fixé. Donc en quelque sorte, mais on peut troquer de l'incertitude par un scénario du pire. Et c'est un peu ça qui peut se passer malheureusement et qui n'est probablement pas pricé correctement par les marchés. Il faut avoir en tête que les droits de douane réciproques, ça peut être très violent. C'est-à-dire qu'il n'est pas faux de dire que la plupart des pays, notamment émergents, placent des droits de douane beaucoup plus élevés sur les États-Unis que les États-Unis ne le font sur les importations de ces biens importés de pays émergents. Donc il faut être très prudent, c'est que si Trump va vraiment au bout de ce qui avait été annoncé initialement, très dangereux. Pour des pays comme l'Inde, etc., ça peut être Brésil, très violent. La liste est longue. C'est moins vrai de la Chine et de l'UE qui sont un peu plus raccords, mais quand même. Et là, l'administration est en train de parler d'un Dirty 15 de 15 pays sur lesquels elle pourrait finalement jeter son dévolu. Donc ça pourrait... 15% des pays, oui, c'est ça. Voilà, exactement. Il me semble qu'il y a un peu 2 points. C'est que si on pénalise tous les pays par des droits de douane, là, ça devient très dangereux pour le commerce international. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a plus de contournement possible. Ce qui a sauvé le commerce international jusque-là, c'est quand même les effets de contournement. On mesurait quand même mal, et je mets tous les économistes un peu dans, on ne s'est pas rendu compte à quel point il y avait une plasticité du commerce international, à quel point les pays étaient en capacité de dérouter des produits, les faire passer par des pays tiers, des pays assembleurs. Et ça a été une résilience incroyable. Si vraiment il y a une pénalité de la plupart des pays, de tous les importateurs en fait, aux États-Unis, enfin des pays auxquels les États-Unis achètent, là ça pourrait être quand même très violent, me semble-t-il. Autre point, c'est quand même que Trump a fait peur à Wall Street. Maintenant, c'est un peu Main Street qui commence à prendre peur. On le voit bien dans tous les climats des affaires. On se pose vraiment des questions sur la tonalité que ça pourrait prendre. Et le dernier point, c'est est-ce que vraiment une stratégie de réindustrialisation est pertinente aux États-Unis ? Pour moi, la réponse est non. Il n'y a plus de gain de productivité aux États-Unis depuis 2011 dans l'industrie. Sur l'industrie. Dans l'industrie. Et il se passe un phénomène classique en économie qu'on appelle la maladie des coûts, c'est que comme les salaires augmentent beaucoup dans les secteurs très productifs, notamment la tech, ça tire les salaires de l'industrie et donc le coût salarial unitaire de l'industrie en l'absence de productivité explose. Donc vous avez une industrie américaine qui n'est absolument pas compétitive à l'international. Donc pour alimenter le marché intérieur, pourquoi pas, mais c'est une industrie qui ne peut pas exporter parce qu'elle n'est pas compétitive. Donc rééquilibrer le commerce international par plus d'industries américaines, c'est quand même un peu un vœu pieux. Ouais.
Bon, il y a toutes ces incompatibilités dans la stratégie et les dogmes édictés par Stéphane Miron et d'autres. Alors là, on se focalise sur le 2 avril. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la fin du jeu. Ouais, c'est juste une étape. Et l'incertitude, je ne pense pas non plus qu'elle va être totalement définie, terminée. Alors, encore une fois, les questions qu'il faut se poser et auxquelles on n'a pas de réponse, c'est quel est l'objectif final. Certains, par exemple, toujours à l'exemple de la fameuse publication de Safed Miran, que c'est un accord sur le dollar, un nouveau plaza. Alors, si c'est ça, c'est pas demain, la veille, que l'histoire sera terminée. Si l'idée, c'est de déprécier le dollar de 30%, on voit bien que c'est pas le 2 avril qu'on saura que ce sera fait. Et puis négocier avec le Japon, c'était relativement simple. Négocier avec la Chine, notamment sur sa monnaie, ça allait autrement moins. Oui, on n'est pas dans un monde de coopération délirante de ce point de vue-là. Et la Chine a les capacités de faire très mal aux États-Unis aussi. C'est quoi le risque macro principal là, pour l'économie américaine en 2025, Michel ? Moi, j'en vois pas, à part celui du commerce extérieur, comme c'était mentionné, un impact fort, des chaînes de valeur, des impacts sur les prix, des chocs. J'en vois pas fondamental. Donc c'est toujours le soft landing. C'est enfin le soft landing, même d'une certaine manière. C'est plutôt le soft landing. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a du côté de la politique budgétaire. Alors on parle beaucoup du dodge, des coupes dans la dépense publique, mais en fait, quand on regarde, ça nous semble marginal. On va peut-être parler de quelques dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique qui vont être détruits. Ça fait du bruit. Ça fait pas une récession, Ça fait pas une récession. Et puis le secteur privé, en tout cas quand je dis secteur privé, les entreprises, leur situation financière moyenne, elle est extrêmement bonne. Et je pense qu'il n'y a pas uniquement les Magnificent Seven. C'est que les entreprises ont des taux de marge qui sont extraordinaires, jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc une capacité à absorber quand même les chocs et le ralentissement. Elles sont désendettées, une capacité à absorber les chocs. D'ailleurs, nous, notre économiste, il pense qu'une grosse partie des hausses tarifaires vont être absorbées par les marges des entreprises. Par les entreprises. D'accord. Plus que par le consommateur final. Plus que par le consommateur. Rapidement, il faut qu'on arrête. Non, mais si, tout en allant bien, le risque, c'est que quand même les entreprises investissent beaucoup moins ou que les consommateurs cessent de dépenser, même en ayant une situation financière plutôt positive. L'incertitude, ça coûte en capex. Ça, c'est assez direct. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Anthony Morlet, Lavidali, Rexecode et BSI Economics, Nicolas Chéron, stratégiste boursier indépendant, et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des résultats et de la stratégie d'ABC Arbitrage. Et son PDG, Dominique Séolin, est à nos côtés en plateau. Bonsoir Dominique. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et de venir, comme vous le faites régulièrement, commenter vos résultats. Résultats annuels donc, qui portent sur l'exercice 2024. Je vous laisse apporter vos propres commentaires, bien sûr. Il faut noter, et vous le notez d'ailleurs dans votre communiqué, que c'est le 30e exercice consécutif. C'est un anniversaire. Vous générez, alors c'est l'anniversaire, c'est les 30 ans, mais c'est effectivement une régularité dans la génération d'un retour sur fonds propres moyen supérieur à 15%. Et ça, c'est une promesse que ABC Arbitrage n'a jamais trahie. Exactement. So far, so good. Jusque-là, on tient la promesse et on se bat pour ça. C'est une vraie fierté, même si ça reste un objectif modeste par rapport à d'autres réussites, encore une fois. Mais enfin, quand même, plus de 15% en moyenne et jamais en dessous de 10%, quelle que soit la situation de marché. Et même, à contrario, plus les marchés sont agités, mieux ça va. C'est ce que je disais un peu en introduction, effectivement. Ça, c'est clairement pour nous un bel anniversaire de pouvoir le fêter encore une fois en remplissant ce contrat moral avec nos actionnaires et nos clients. Bon. Que dire de ces grands paramètres de marché, alors qui sont la volatilité, le M&A, les opérations sur capital, les volumes sur les marchés également. Que dire de ces grands paramètres de marché au regard des résultats que vous publiez, de la hausse de vos résultats que vous publiez pour 2024 ? C'est une très bonne question puisque, comme vous le savez, nos résultats sont
toujours corrélé, voire fortement corrélé à la volatilité, mais aussi aux activités sur les capitaux des émetteurs, hein, donc en particulier les opérations sur ce qu'on appelle les opérations de capital, augmentation de capital, mais aussi le M&A. Et puis évidemment, plus il y a de volume sur les marchés, plus le métier d'apporteur de liquidité que nous faisons, évidemment, se réalise. Et donc la volatilité en 2024 a été relativement proche de celle de 2023, très légèrement en dessous, mais quand même sensiblement en dessous de sa moyenne historique, hein, plus de 20% en volatilité réalisée, autour de 20% en dessous de sa moyenne si on parle de VIX, hein, le fameux indicateur de la peur. Donc quand même un paramètre plutôt défavorable pour notre activité. Côté M&A, il y a un retour qu'on avait détaillé un petit peu ensemble au mois de mars. Ça l'embellie s'est confirmé avec une hausse à peu près de 10-15% sur les opérations en nombre, même si par rapport à la moyenne historique, on est plutôt sur des market cap, donc des volumétries d'opérations en dollars ou en euros plutôt en dessous de ce 15%. Mais enfin, globalement, une activité qui reprend. Et sur les volumes, on est plutôt stable sur la comparaison avec 2023, légèrement en hausse par rapport à la moyenne historique 10 ans. Alors, je reprends le paramètre de volatilité parce que on s'était vu peut-être en fin d'année dernière ou il y a 6 mois, en tout cas après l'épisode de volatilité de l'été. 5 août, Banque du Japon, enfin pour ceux qui s'en souviennent, bref, il y a eu une espèce de mini-crack de 24-48 heures qui avait été un épisode de volatilité qui avait emporté pas mal de classes d'actifs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis ensuite, il y a eu quand même toute la séquence d'anticipation d'élection de Donald Trump qui a amené un peu de volatilité, de volume peut-être même également dans certains marchés, Dominique. Oui, vous avez raison. Si on découpe l'année en 2 parties, comme vous venez de le faire, c'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire on a un premier semestre, et on l'avait communiqué au mois de septembre, qui était plutôt en ligne avec 2023. Et la réalisation de nos progrès viennent en partie, on pourra le détailler ensemble si vous le souhaitez, mais viennent en partie de cette amélioration, un peu de contexte au deuxième semestre, avec des périodes de volatilité assez courtes dans le temps, mais quand même, il y en a plusieurs. Et c'est sûr qu'elles ne sont pas faciles à gérer pour nous quand elles sont aussi courtes parfois, mais il y en a, et avec un petit peu plus de volume globalement. Et donc, effectivement, ça a plutôt favorisé, en partie en tout cas, la construction du résultat qu'on vous présente cette année. Si on reste sur le paramètre de volatilité, Trump, c'est un facteur d'incertitude, c'est une source d'incertitude, donc c'est une source de volatilité. Enfin, on peut avoir un régime de volatilité Trump 2.0, un peu différent de ce qu'on a vécu ces dernières années. Une blague sur un forum boursier, on m'a dit que Trump était l'employé de l'année chez ABC Arbitrage. C'est possible, c'est possible. Voilà la blague que je trouve assez drôle d'ailleurs, bien joué. Donc en fait, c'est clairement, alors si on ne pouvait pas être complètement sûr en la fin d'année 2024, 2025 a montré entre à peu près mi-février et puis depuis quelques jours, ça s'est calmé, mais jusqu'à encore la semaine dernière, une volatilité en hausse significative grâce ou à cause, si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, à cause des incertitudes générées par la nouvelle politique du nouveau président américain, avec effectivement, je vous ai sûrement en parlé, les tarifs douaniers, etc. etc. Enfin, tout ce que tout le monde connaît, j'allais dire. Et donc, effectivement, on remplit à nouveau ce vase d'incertitudes. Et globalement, ce que je dis très souvent, c'est que la probabilité d'avoir une année 2025 plus volatile continue d'augmenter, même si, encore une fois, les banques centrales sont encore extrêmement présentes. Bon. Paramètre de volatilité peut-être un peu plus favorable, ce sera évidemment à suivre et à confirmer. À l'inverse, je lis beaucoup de choses sur Trump et le M&A. Les deal makers du moment sont quand même plutôt assez inquiets de l'incertitude générée par Trump qui ne va pas dans le sens de faire des deals. Alors si on répond factuellement avec des chiffres, avant peut-être de tenter des explications, jusqu'à encore début mars, ça se passait plutôt bien. C'est-à-dire en fait on avait une continuité dans le taux d'annonce. Donc là je parle d'opérations cotées, enfin sur la cible est cotée. Donc là, effectivement, il y avait une forme de stabilité, voire même un petit peu d'euphorie, parfois sur un espoir de dérégulation ou de liberté, en tout cas, de baisse d'imposition, etc., etc. Et de baisse des taux, qui était aussi une des promesses de Trump. Et donc, on peut imaginer qu'il y avait un petit peu d'euphorie. Et c'est vrai que l'incertitude actuelle, et puis aussi la difficulté sur les marchés financiers, hein, les marchés américains ont quand même chuté significativement depuis le début de l'année, a généré quand même un frein que nous voyons effectivement en chiffres sur les annonces en cours sur le M&A. Ouais, je voyais, alors là, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, mais j'ai pensé à vous sur la liquidité des marchés actions américains, calcul de Deutsche Bank, la liquidité sur un contrat futur S&P 500 est au plus bas depuis 2 ans. Oui, alors pour l'instant, j'ai pas les chiffres exacts. Ça va sortir à la fin du mois, là, du côté ABC, j'allais dire. Ouais. Donc, mais vous avez raison, ça c'est public, donc c'est une affirmation très claire et factuelle. Ce qu'on peut quand même reconnaître, c'est que
c'est déjà depuis de nombreuses années qu'on a sur l'equity, alors les futurs c'est un petit peu différent, on vient de parler des futurs, mais sur l'equity on a quand même une attrition des liquidités sur les marchés cotés, ne serait-ce que par le nombre de sociétés cotées aux États-Unis. Il y avait une étude, je crois qu'il y a un an, on est passé de 7500 il y a 25 ans à 4000 sociétés cotées, donc le lien de cause à effet est immédiat aussi en termes de volume. Par contre, c'est vrai que ces volumes ont pu également se reporter sur d'autres actifs, le Bitcoin étant crypto par exemple, c'est un des actifs récents sur lequel il y a quand même l'augmentation des transactions significative. Comment, c'est toujours aussi la même question, entre les paramètres de marché qui sont des éléments clés, fondamentaux pour votre activité, avec des corrélations parfois très fortes, vous le disiez, Dominique, et la part intrinsèque des progrès, de la performance que vous pouvez générer chez ABC Arbitrage. Comment les choses se sont réparties là sur l'exercice 24 ? C'est vrai que c'est une estimation forcément un peu interne, mais en tout cas on a débattu pour essayer de bien analyser notre résultat. Et en gros, pour faire très simple, sur une base 100, on peut dire qu'il y a 40% de cette hausse de résultat qui est d'environ 10 millions d'euros. Donc là, je parle de résultats avant impôt. Donc la partie produit d'activité, chez nous, c'est le vocabulaire consacré. Donc à peu près 40% de ces un peu plus de 10 millions qui sont des progrès qu'on pense structurels, qu'il faut bien sûr confirmer en 2025 et je compte sur nos équipes pour me convaincre à nouveau, donc pas de problème là-dessus. 40% environ 40% probablement dû à ce second semestre de paramètres un peu plus favorables et qui se maintiennent d'ailleurs au premier trimestre, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et puis une vingtaine de pourcents de situations un peu spécifiques. Alors on peut parler par exemple des taux qui sont favorables pour nos rémunérations de dépôt. Dans les autres opérations un peu plus spécifiques, mais j'aurais plutôt mis dans la partie 40% volatilité la partie crypto. Pourquoi je parle d'opérations, situation un peu spécifique, c'est parce que c'est une activité que nous avions stoppée en 2023 temporairement en attendant un agrément complémentaire. Nous avons redémarré en 2024 on l'a redémarré en période de crypto winter et puis on a eu le miracle Trump. Le miracle. Le deuxième effet qui se coule, ou le premier effet qui se coule, parce que le deuxième était en 2025, où en fait il y a eu le miracle du Crypto Summer, que vous connaissez tous d'ailleurs, depuis mi-novembre à peu près, jusqu'à fin décembre, début janvier. Donc nous, clairement, ça a été aussi un apport complémentaire de résultats. Et les tendances là, observées sur ce premier trimestre 2025, le premier trimestre, on profite et de nos progrès, qui sont confirmés sur la période de basse volatilité, relativement basse volatilité de janvier, début février, et on profite également de la volatilité ou du retour de volatilité. Sera-t-il temporaire? On pourra en parler, mais en tout cas, clairement, les deux événements, donc progrès structurel et volatilité trumpiste, bénéficient à notre rythme d'activité qui est en hausse de 10% par rapport à la moyenne 2024. Vous allez conclure en 2025 le plan stratégique Springboard 2025, qui est un plan stratégique à 3 ans, c'est ça, Dominique? En attachant le prochain qui sera présenté l'an prochain, on va commencer à y travailler, comme son nom l'indique. Quel bilan vous tirez justement de des objectifs achevés à travers ce plan stratégique? Des choses très bien et puis des choses moins bien, comme toujours dans les plans stratégiques et les ambitions qu'on se donne. Globalement, on a quand même eu des paramètres beaucoup plus défavorable que sur le plan stratégique précédent qui couvrait des années comme 2020, 2021, 2022. Et donc c'est sûr qu'on ne va pas atteindre les ambitions de cumul de résultats qu'on avait calibrées avec des paramètres à leur moyenne. Or, les paramètres ont été sensiblement en dessous de la moyenne. Alors, c'est pas encore terminé, mais on a quand même 2 années de paramètres très calmes. Et donc, effectivement, on ne sera pas à ce niveau d'ambition-là. Mais néanmoins, les progrès structurels arrivent. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, même si ils arrivent avec un tout petit peu plus de retard que ce qu'on aurait aimé. Ils sont quand même là et il faut quand même fêter ça en même temps que notre 30e anniversaire. Donc ça, c'est très positif. En termes d'organisation interne aussi et de ressources humaines, les équipes se battent bien et on a plutôt des beaux résultats, même si ça reste une top 3 priorité encore en 2025. Donc bravo à toutes nos équipes pour ce travail-là réalisé. Et puis on a quelque chose qui se passe moins bien, même s'il y a des convictions qui restent quand même intéressantes, c'est la gestion pour compte de tiers, sur lequel on est à juste titre critiqué, c'est-à-dire clairement nous sommes très loin des ambitions et très loin de la dynamique positive que nous aurions souhaité présenter au cours de cet exercice 2024. Et quelles sont les solutions, les options qui s'offrent à vous pour répondre à cette faiblesse que vous notez? C'est pas la première fois que vous la notez vous-même, de l'activité de gestion pour compte de tiers. Je vous l'ai déjà dit ici et puis je le dis aux équipes, je pense qu'il faut reconnaître le mot échec pour l'instant en tout cas. Donc on a attaqué une V2 du projet en 2024, on n'a pas attendu la fin du plan stratégique pour réagir, en essayant de créer et de modifier un de nos produits qui s'appelle Apka Opportunities, qui est un produit uniquement réservé à des clients dits professionnels, mais qui est un produit qu'on veut rendre plus diversifié et plus
plus toute météo de marché, donc en particulier si les paramètres devaient rester défavorables durablement. Donc déjà refaçonner l'offre. Exactement. Nous, on avait des produits qui étaient très call de volatilité, donc très orienté volatilité. Ouais. Donc forcément, ils souffrent un petit peu en basse volatilité. Et puis on avait des produits qui étaient très typés, un produit equity, un produit futur. Et donc ce produit Apka Opportunities, on le transforme en multistrat. Donc tout type de produit, tout type d'actifs, pour pouvoir justement profiter des volatilités sur les différents actifs ou dans les différentes zones géographiques au cours d'une année donnée. Mais c'est une activité qui reste stratégique pour vous, sur laquelle, qui mérite qu'on insiste oui, aujourd'hui. C'est intéressant. Je peux rappeler très rapidement, et vous m'arrêterez si je suis trop long, mais très rapidement les 3 objectifs qu'on avait avec cette activité qui pèsent dans la décision et qui portent du poids à cet objectif. Le premier, c'est de dire, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, les produits sont intéressants pour les capitaux propres du groupe. Donc, de toute façon, l'idée, c'est de faire de la synergie et d'apporter du résultat complémentaire. Mais nous, on est nous-mêmes investisseurs déjà, donc on est nous-mêmes notre propre client. Deuxième point, venir apporter des résultats complémentaires récurrents, donc indépendants des paramètres de marché grâce à des clients extérieurs. Et puis le troisième point, et ça les actionnaires seraient contents, augmenter la valeur de l'action. Et donc ces 3 objectifs-là nous semblent encore cohérents par rapport à ce type d'activité. Maintenant, va falloir démontrer, et dans les performances qui sont bonnes, puisque le fonds en question produit 10%, près de 10% en 2023 et un peu moins de 10% en 2024. Il va falloir confirmer en 2025. Et vous savez, la gestion pour compte de tiers, c'est une pièce à 2 faces. Il faut et la performance et l'équipe de vente. Et donc, on est équipé pour ça maintenant. Et j'espère bien qu'on aura des résultats. Sinon, il y aura des décisions à prendre, c'est clair. Merci beaucoup Dominique. Merci de venir nous voir et d'être venu nous voir aujourd'hui pour évoquer ces résultats 2024 et la stratégie d'ABC Arbitrage. Dominique Séolin, PDG d'ABC Arbitrage, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.